L'épreuve de l'arc. Le lendemain fut le jour de la fête d'Apollon, le dieu archer. Dès l'aube, les servantes préparèrent le festin. Elles lavaient la demeure, apportaient les fauteuils, disposaient les tables. Les serviteurs fendaient le bois dans la cour. Eumée apportait 3 gros porcs. Mélanthios menait ses plus belles chèvres au palais pour le repas des prétendants. À peine vit-il le mendiant dans la grande salle qu'il redoubla d'insultes. Ulysse supportait ses outrages sans rien dire. Il attendait son heure. Puis ce fut le tour du bouvier Philétios. Il poussait devant lui une génisse, mais c'était à regret, car dans son cœur, il n'avait pas oublié Ulysse. Il souhaitait le retour du maître et le châtiment de ces impies qui dévoraient tout son bien. Quand tout fut prêt dans la demeure, les prétendants arrivèrent et l'on mangea. Alors Athéna, la déesse aux yeux brillants, suggéra à la fille d'Icare, à la sage Pénélope, d'apporter aux prétendants l'arc et les haches. Dans le palais d'Ulysse, ce devait être l'épreuve et le début du carnage. Tenant à la main une belle clé de bronze, dont la poignée était d'ivoire, elle gagna avec ses servantes la chambre où se trouvaient les trésors du roi, le bronze, l'or et le fer ouvragé. C'est là qu'était l'arc recourbé, le carquois plein de terribles flèches. Quand la divine femme fut au seuil du trésor, elle le détacha la courroie de l'anneau, introduisit la clé et tourna le verrou. Comme un taureau dans le pré, les portes mugirent en s'ouvrant. Pénélope monta sur une haute estrade où se trouvaient les coffres qui renfermaient les vêtements parfumés. Elle décrocha l'arc et l'étui qui l'enveloppait. Alors, elle s'assit, le prit sur ses genoux et pleura. Quand elle fut rassasiée de larmes et de plaintes, elle revint vers la grande salle, vers les nobles prétendants. Elle apportait l'arc recourbé, le carquois plein de terribles flèches. Les servantes portaient dans un coffre les haches qui servaient au jeu du roi. La femme divine s'arrêta sur le seuil de la grande salle. Elle ramena ses voiles brillants sur ses joues et dit « Écoutez-moi, fier prétendant qui avait envahi la maison d'un homme absent pour dévorer ses richesses. Vous n'avez d'autre prétexte que celui de m'épouser. Eh bien, voici votre épreuve. J'apporte le grand arc du divin Ulysse. Celui qui, de ses mains, tendra le plus facilement cet arc et traversera d'une seule flèche les 12 haches, celui-là, je le suivrai loin de cette maison si belle, la maison de ma jeunesse, dont je me souviendrai toute ma vie jusque dans mes rêves. » Elle le dit et donna l'ordre au porcher Eumée de présenter aux prétendants l'arc et les haches. Quand il les reçut dans ses mains, il pleura. Et le bouvier aussi pleura en voyant l'arc du roi. Alors, Antinoos les tança. « Paysans stupides, mangez en silence ou sortez pour pleurer et laissez ici cet arc. C'est une rude épreuve pour les prétendants. Je ne crois pas qu'on puisse tendre facilement cet arc poli. Nul ici n'a la force d'Ulysse. Je l'ai vu moi-même, je m'en souviens encore, bien que je ne fusse alors qu'un enfant. Il s'imaginait pouvoir tendre l'arc et traverser le fer d'une seule flèche. Mais c'est lui qui devait le premier goûter une flèche lâchée par le parfait Ulysse. Alors le puissant Télémaque leur dit « Allons, dépêchez-vous de tenter l'épreuve. Nous verrons qui vous êtes. Mais moi aussi j'essaierai de tendre l'arc. Si j'y parviens, si je traverse le fer d'une flèche, plus de gémissements. Ma vénérable mère ne quittera pas cette demeure pour suivre un autre homme. »
Il se dressa, ôtant son manteau de pourpre et son épée aiguë. Puis il creusa une longue tranchée, y planta en ligne les haches, butant la terre autour. Tous étaient stupéfaits de le voir faire, car c'était la première fois. Il monta sur le seuil, essaya l'arc. 3 fois il faillit le tendre. 3 fois la force lui manqua. Au 4e essai, peut-être eût-il réussi, mais Ulysse lui fit un signe et retint son désir. Alors le puissant Télémaque leur dit « Hélas, ne serai-je jamais qu'un homme sans force, ou bien suis-je encore trop jeune? Allons, vous qui êtes plus forts, essayez cet arc et achevons. » Il dit, appuyant l'arc au battant poli de la porte, posa la flèche vive sur la poignée et retourna s'asseoir sur le siège qu'il avait quitté. Ce fut le tour des prétendants. Léiodès se leva le premier. C'était l'heure de vin. Il s'asseyait toujours au fond, près du cratère. Lui seul s'indignait des injustices des prétendants. Le premier, donc, il s'empara de l'arc et du trait rapide. Il monta sur le seuil, essaya l'arc. En vain. Il ne put le tendre, ses mains blanches étaient trop faibles. Il dit alors au prétendant : « Ami, je ne le tendrai pas, qu'un autre le prenne. Cet arc va faire perdre le cœur et la vie à nombre de princes, car il vaut mieux mourir que de se retirer vivant sans avoir conquis ce que nous attendons ici. » Il dit, appuya l'arc au battant poli de la porte, posa la flèche vive sur la poignée et retourna s'asseoir sur le siège qu'il avait quitté. Alors, Antinoos le blâma. « Léiodès, quelle parole t'a échappé? Cet arc ferait perdre le cœur et la vie à nombre de princes parce que toi, tu n'as pas pu le tendre. Ta mère ne t'a pas enfanté pour tirer l'arc et lancer les flèches. Mais d'autres prétendants ne tarderont pas à le tendre. » Puis, s'adressant au chevrier Mélantios, « Mélantios, vite, allume le feu dans la salle et mets près du foyer un siège couvert de peau. Puis, tu rapporteras de la réserve un bon bloc de suif pour que nos jeunes hommes fassent chauffer l'arc et le graissent. » Il dit. Aussitôt, Mélantios alluma le feu, mit près du foyer un siège qu'il couvrit de peau et rapporta de la réserve un bon bloc de suif. Les jeunes prétendants firent chauffer l'arc, l'essayèrent. Pas un ne put le tendre. Ils étaient trop faibles. Il ne restait plus qu'Antinoos et un Eurymaque, les chefs des prétendants, les plus valeureux d'entre eux. Alors, le porcher et le bouvier du divin Ulysse sortirent ensemble de la maison. Le divin Ulysse les suivit. Ils passaient les portes de la cour quand Ulysse les rappela. « Bouvier, et toi, porcher, je voudrais vous dire un mot. Mon cœur me l'ordonne. Si Ulysse revenait brusquement, si un dieu le ramenait, lui viendriez-vous en aide, ou lutteriez-vous aux côtés des prétendants? Parlez selon votre cœur. » Le bouvier lui répondit : « Père Zeus, m'accorderas-tu le vœu que je fais, qu'Ulysse revienne, qu'un dieu le ramène, et tu verras à qui je prêterai main forte. » À son tour, Eumée supplia tous les dieux de ramener Ulysse l'inventif. Quand le maître connut leur cœur, il dit : « Eh bien, le voici. C'est moi qui reviens, après 20 ans d'innombrables souffrances dans ma patrie. Je sais que seul de tous mes serviteurs, vous avez désiré mon retour. Mais je vais vous montrer un signe sûr auquel vous me reconnaîtrez. » Il souleva ses haillons et montra la cicatrice. Aussitôt, ils la reconnurent et pleurèrent. Serrant le sage Ulysse dans leurs bras, ils embrassaient son visage, ses épaules. Ulysse les embrassait à son tour.
Ils auraient pleuré jusqu'au coucher du soleil si Ulysse ne les avait arrêtés en disant « Assez de larmes maintenant. Rentrons l'un après l'autre, et non pas tous ensemble. J'irai le premier. Attention au signal. Les prétendants ne voudront pas me donner mon arc et mon carquois. C'est toi, Eumée, qui me l'apportera. Puis tu diras aux servantes de fermer les portes de la salle. Si elles entendaient des plaintes, des cris, que pas une ne sorte, qu'elles restent à leurs travaux. Toi, Philétios, tu verrouilleras les portes de la cour. » Il dit, rentra dans la grande salle et s'assit sur le siège qu'il avait quitté. Les deux serviteurs du divin Ulysse rentrèrent à leur tour. Eurymaque tenait déjà l'arc dans ses mains. Il le chauffait de tous côtés à la chaleur du feu. Mais il ne put le tendre. Il soupira dans son cœur et dit « Hélas, quelle terrible douleur! Ce ne sont pas tant les noces qui m'affligent. Il y a bien d'autres Achéennes en Ithaque et ailleurs. C'est de voir que nous sommes tellement inférieurs au divin Ulysse. Pas un de nous n'a pu tendre son arc. Nous en serons couverts de honte à jamais. » Antinoos lui répondit « Non, Eurymaque, oublies-tu quel dieu on célèbre dans le pays aujourd'hui? Qui pourrait tendre un arc? Allons, déposons-le, que les haches restent en place. Demain, nous brûlerons des cuisseaux de chèvre en l'honneur d'Apollon, le célèbre archer, et nous achèverons l'épreuve. » Il dit, et tous l'approuvèrent. Mais le subtil Ulysse, préparant sa ruse, leur dit « Écoutez-moi, prétendant de la noble reine. Demain, sans doute, un dieu donnera la victoire à qui il voudra. Mais donnez-moi cet arc poli, que je l'éprouve, que je vois si j'ai gardé ma force d'autrefois ou si ma vie d'errance et la misère me l'ont ôtée. » Il dit, et la colère les gagna. Il redoutait qu'il pût tendre l'arc. Antinoos lui répondit violemment. « Misérable étranger, as-tu perdu la tête? Le vin doux te trouble l'esprit. Si tu tends cet arc, je te prédis un affreux malheur. Tu ne mendieras plus ici. Nous t'enverrons sur un noir vaisseau chez le roi Échétos, le plus cruel de tous les hommes. Allons, contente-toi de boire en silence et n'essaye pas de lutter contre plus jeune que toi. » Mais la sage Pénélope intervint. « Antinoos, il n'est ni bon ni juste d'outrager les hôtes de Télémaque. Crois-tu que si cet étranger tendait le grand arc d'Ulysse, il m'emmènerait chez lui et m'épouserait? Il n'y songe pas lui-même. » Eurymaque alors lui répondit. « Fille d'Icare, sage Pénélope, nous ne croyons pas que cet homme puisse t'épouser, mais nous redoutons l'opinion des hommes et des femmes. Ce sont, dirait-il, les pires des mortels. Ils n'ont pu tendre l'arc de l'homme irréprochable dont il courtisait la femme, alors qu'un mendiant, un vagabond de passage, l'a tendu facilement et a traversé le fer d'une seule flèche. » La sage Pénélope lui répondit. « Eurymaque, cet étranger est grand et fort. Il se flatte d'avoir un père de noble race. Donnez-lui l'arc d'Ulysse pour voir. S'il parvient à le tendre, si Apollon lui accorde cette gloire, je lui offrirai un manteau, une tunique, un épieu pour se défendre des chiens et des hommes, une épée aiguë, des sandales aussi, et je le ferai conduire où il voudra. » Alors Télémaque lui dit « Ma mère, nul ne peut m'empêcher de donner ou de refuser l'arc à qui bon me semblera. Mais rentre dans ta chambre, retourne à tes travaux. Ordonne à tes servantes de se mettre au travail. Le reste est affaire d'homme. Et d'abord la mienne, car c'est moi qui commande ici. » Pénélope, surprise, rentra dans sa chambre. Elle pensait aux sages paroles de son fils. Puis elle pleura son cher époux, son Ulysse, jusqu'à ce qu'Athéna, aux yeux brillants, lui ferma les paupières.
Cependant, le divin Porcher apportait l'arc recourbé. Il traversa la salle et le remit aux mains du sage Ulysse. Puis il appela la nourrice Euryclée. Télémaque t'ordonne, sage Euryclée, de fermer les portes de la salle. Si les femmes entendent des plaintes, des cris, que pas une ne sorte, qu'elles restent à leurs travaux. Il dit, et la nourrice se ferma les portes de la salle. Philétios bondit dehors et ferma les portes de la cour. Il rentra, s'assit sur le siège qu'il avait quitté et regarda Ulysse. Il retournait l'arc en tous sens, le tâtait ici et là pour voir si les vers n'avaient pas rongé la corne en son absence. Les prétendants se disaient les uns aux autres. Cet homme doit être un amateur d'arc, ou il en a de pareils chez lui. Peut-être veut-il en construire un. Vois comme il le retourne entre ses mains. Le subtil Ulysse, quand il eut bien tâté le grand arc, le tendit sans mal. Comme un joueur de cithare tend une corde neuve sur la clé et fixe à chaque bout le boyau tordu. Ainsi Ulysse tendit l'arc. De sa main droite, il fit jouer la corde, elle résonna comme le cri d'une hirondelle. Amère douleur pour les prétendants. Ils changèrent de couleur. Zeus tonna fortement. L'infortuné Ulysse se réjouit de ce signe favorable. Il saisit la flèche vive qui était posée sur la table, hors du carquois où toutes les autres flèches étaient restées. Puis, l'ajustant à l'arc, il tira la corde et l'encoche sans quitter son siège. Il lança la flèche visant droit. D'un trou à l'autre, le trait traversa toutes les haches. Alors, il dit à Télémaque. « Télémaque, l'étranger assis dans ta maison ne te fait pas honte. Je n'ai pas manqué le but. Ma force est intacte. C'est l'heure de préparer le repas pendant qu'il fait encore jour. Puis viendront les plaisirs du chant et de la cithare, ces ornements de tout festin. » Il dit et fit un signe des sourcils. Télémaque prit son épée aiguë, attrapa sa lance et, armé du bronze éclatant, il se plaça près d'Ulysse.